Bienvenue dans ma salle de sport. Je ne sais pas si c'est une salle de sport pour toi. Je ne sais pas si je peux la caractériser comme ça. On va parler de sujets importants qui me tiennent à cœur aujourd'hui. On va parler du chemin par lequel tu es passé avant de signer pro. C'est vraiment tout ce qui se passe en fait derrière cette pro card. Ouais. On va parler du regard des gens, qui est super important dans le bodybuilding, que ce soit du côté des juges, mais aussi du regard social, des gens qui ne connaissent pas grand-chose, de tes amis, de la famille, et qui se posent souvent des questions, j'imagine. De la culture du corps, on va parler aussi de ta maladie, et puis d'alimentation, entraînement, on va parler d'argent, et surtout de discipline et puis de motivation. Ouais. Je te remercie d'être ici présent ce soir, ça fait trop plaisir, ça fait 4-5 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais, merci à toi de l'invitation. C'est vraiment un plaisir de te revoir et surtout de faire ça avec toi parce que, mine de rien, tu m'as connu très jeune et en fait, tu as suivi toute mon adolescence. Jusqu'à mes débuts, en fait. J'avais commencé seul, puis après, tu avais pris avec mon frère. Ouais. Puis on avait fait quelques entraînements ensemble. Ouais. Juste pour qu'on pose le cadre, pour que les gens qui nous regardent sachent à qui je parle, tu mesures combien et tu pèses combien? Alors la taille, ça change à chaque compétition. Donc on va dire entre 1m85 et 1m88. Ouais. Franchement, je pourrais pas dire. Parce que c'est... Enfin voilà, dans ces zones-là. Et le poids actuel... Actuellement, là, je suis entre 111 et 112 kg. Je stabilise. Après, mon poids de scène est entre 104 et 109. Ça dépend de la stratégie que je prends pour monter sur scène. Et mon poids de hors saison maximum, c'est-à-dire en prise de masse que j'ai pu atteindre, c'était 121 kg à jeun. C'était chaud. Ouais, j'imagine. Je pense que tu n'arrivais pas très bien à dormir, tu respirais comme un buffle. En fait, tu te sens comme un obèse. Ouais. Tu es musclé, mais tu as les mêmes effets secondaires que quelqu'un qui est en surpoids, parce que finalement, tu es en surpoids. C'est traumatisant pour le corps, toi tu l'as ressenti au quotidien, Ouais. C'est fatigant en fait. En fait, déjà, fatigant parce que tu pèses très lourd, mais fatigant parce que tu as des quantités de nourriture à manger toute la journée. La digestion fatigue. Ouais. Donc imagine manger toute la journée des grosses quantités, tu es en digestion permanente et en fait tu es tout le temps fatigué. Alors tu es fort à la salle, tu es gros, Ouais. mais tu es dans une fatigue permanente. C'est vraiment plein de petites phases que tu peux pas tenir à l'année. C'est vraiment très dur. Je sais qu'autour des 110 kg, je me sens bien. Ouais. Donc là, j'ai aucun problème. À l'époque, tu faisais du foot, tu n'étais pas un mauvais joueur, moi je me rappelle. Ouais. Ensuite, tu arrêtes le foot. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors j'avais eu une déchirure des ligaments de la cheville qui m'avait, je crois que j'avais mis 6 mois à revenir. Et quand j'étais revenu, j'avais eu un contact en amorti de la poitrine. J'ai reçu le genou de mon adversaire dans le dos. Et en fait, je suis tombé au sol et je ne pouvais plus bouger. J'avais le dos bloqué. Et en fait, on en vient au premier petit défaut que j'ai de naissance, c'est que je suis né avec un torticolis congénital. C'est-à-dire que du côté gauche complet de ma nuque, en bas du dos, à ma naissance, ça a été déchiré. Donc au niveau musculaire, tout a été déchiré. Donc j'ai fait 7 ans de rééducation et je savais qu'au niveau du dos, c'était très fragile. Et j'ai eu plusieurs douleurs au niveau du dos, des petits blocages ou comme ça tout au long que je faisais du foot. Et cette blessure, c'est comme si ça a mis un peu le coup fatal. Parce que là, de mes souvenirs, je suis resté entre 4 et 6 mois avec le dos bloqué. Et c'est pour te dire, c'est ma mère qui venait me lever de mon lit le matin, parce que j'arrivais même pas à me lever. Donc j'ai vécu ça super mal. Et je me souviens que quand j'étais allé à l'hôpital, j'ai une infirmière qui m'avait lancé une phrase en me disant « Soit tu commences à muscler ton dos pour plus avoir ce genre de problème, soit dans 2-3 ans, tu finis ta vie en chaise roulante. » Par la suite, on m'a dit qu'une phrase comme ça, c'était très dangereux. Parce que suivant la personne que tu as en face de toi, c'est soit dans les 2-3 semaines qui arrivent, la personne est en chaise roulante parce que mentalement elle n'est pas assez forte, soit c'est complètement l'opposé. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, dès qu'on te dit cette phrase, tu te dis il faut que je muscle mon dos, je vais faire un tour à la salle, ou pas, tu n'étais pas encore dans ce processus? Alors, j'ai pris un abonnement à la salle pour travailler mon dos. Oui, mais c'était pas du tout une alerte. Si tu veux, cette phrase, elle m'a pas fait peur. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait du sport. Donc, pour moi, si tu veux, j'ai eu cette blessure, mais à aucun moment, c'était grave dans ma tête. Donc, si tu veux, j'ai commencé un peu Enfin, j'ai pris un abonnement, je suis allé avec un ami à la salle. Et je me rappelle que j'ai fait un entraînement avec lui, qui faisait déjà de la muscu depuis une bonne année. Ouais. On avait fait le corps complet.
Et je crois que j'avais pris mon abonnement, mais 3 semaines après. Parce que pendant 3 semaines, j'ai eu des combats durs. Là, je me souviens, c'était une catastrophe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je pouvais Là, plus donc, bouger. première expérience dégoûtée un peu. Ou Si pas tu veux, forcément. alors pas dégoûté, mais je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir autant mal que ça partout? Ouais. Et ça passait pas. Une semaine, ça passait pas. 10 jours, ça passait pas. Ouais, c'était horrible. Les bras, les jambes, tout. Ouais, c'était horrible. Ouais, puis après, bah, du coup, j'y suis retourné, j'ai pris mon abonnement. Ouais. Par contre, j'ai pas refait le même entraînement. Ouais, Tu vas un peu plus tranquille. Bien sûr. Et en fait, je peux pas faire quelque chose sans aller au bout. C'est-à-dire que je peux pas faire quelque chose à moitié, je le fais à 100%. Et le foot, de le faire comme ça, alors que j'avais perdu concrètement certaines capacités, c'était plus possible pour moi. En plus que mon père me regardait jouer, donc c'était aussi... Enfin, si je faisais pas un bon match, c'était très dur pour moi vis-à-vis de mon père. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris cette décision d'arrêter. Et après, du coup, j'ai commencé la muscu, mais sans réel but du coup de compétition, parce que déjà, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée du monde de la compétition. Ouais. Je voulais juste me muscler. C'était esthétique, quoi, à la base. Ouais. Ouais. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé... Enfin, en fait, on m'a un peu forcé à aller en salle pour me muscler le dos. Et en fait, c'est en arrivant en salle, avec les miroirs et les gens avec qui tu parles, que, on va dire, j'ai pris conscience du physique extrêmement maigre que j'avais. Tu sais, c'est comme si avant, j'avais aucune conscience. Ah, je tu m'en t'es foutais. jamais rendu compte? Non. Ah ouais. Et c'est là, vraiment, dans la salle, que je me suis dit, putain, en fait, je suis vachement maigre. Tu sais, moi, j'entends beaucoup parler que les bodybuilders, c'est des personnes qui commencent le sport par complexité de leur corps. Ouais. Mais moi, j'avais aucune conscience. Ouais. Enfin, moi, T'étais pas du tout complexé. Je m'en foutais, non. Ah Moi, ouais, j'étais bien très bien dans mon corps, alors que je faisais la même taille que maintenant, mais 60 kilos. Je me rappelle que la première fois que je me suis pesé d'ailleurs en salle, je faisais 60 kilos sur la balance et il était 20h. C'est un truc de ouf. Ouais. Mais ça t'a jamais complexé, quoi. Donc, Non. Moi, donc tu commences à peu près 2010 par là. Ouais. Ça devient assez rapidement quand même une passion. Toi, tu commences à te cultiver sur Internet. Tu commences à comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner en masse, ou pas du tout, c'est juste de l'entraînement comme ça avec les potes. Ouais, alors je suis quelqu'un de très autodidacte, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout par moi-même. Et comme je t'ai dit, je fais tout à fond, sinon je le fais pas. Donc aller en salle juste pour me muscler le dos, non merci. Ouais. Du coup, j'ai directement démarré avec, je pense que je faisais 5 entraînements par semaine. Et je me suis renseigné moi-même, pas tout de suite, parce que je me souviens que la première année, mon objectif était uniquement de prendre du poids. Ouais. Et du coup, je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires, c'est-à-dire que je mangeais avec mes parents, je mangeais avec ma famille, donc 3 fois par jour, mais je me forçais à manger plus que d'habitude. Finalement, tu manges rien du tout. Ouais. Et je me rappelle qu'en une année, j'ai vraiment pas pris beaucoup. J'ai dû prendre 3-4 kilos, ce qui est vraiment rien la première année. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Mhm. Et là, je me dis, attends, je vais éclater à ce point. Tu vois. Du coup, tu sais, j'avais pris un peu de muscle, mais mon poids, il bougeait pas. Ouais. Et c'est là, à ce moment-là où j'ai décidé de plus me renseigner moi-même, d'aller voir un peu les diètes qui se faisaient et tout. Et là, j'ai commencé à être plus structuré au niveau alimentaire. Parce que niveau entraînement, j'étais déjà bien. Pendant cette année, je m'étais bien renseigné. Puis d'ailleurs, je m'entraînais avec un ami par la suite qui s'appelait Albin. D'ailleurs, j'ai fait 1 année avec lui. Et c'est moi qui créais nos entraînements et lui me suivait. Donc j'avais une bonne structure d'entraînement pour l'époque et pour le début, bien sûr. Ouais. Et l'alimentation est venue quand mon frère a commencé avec moi, du coup. Et du coup, lui, il a eu la chance de pouvoir commencer juste, entre guillemets. Ouais, parce il n'a que pas fait les mêmes erreurs que toi, parce voilà. que tu étais derrière lui. Je m'étais déjà bien renseigné, puis là, on était passé déjà sur 5 repas par jour. Et là, le poids, là, il a commencé à bouger pour les deux, donc en une année, ça avait bien bougé. Tu rentres sur le circuit amateur, il me semble que c'était en 2016. Ouais. Donc il y a quand même 6 ans, Ouais. tu progresses, mais c'est à quel moment où tu te dis, ok, j'ai envie de voir ce qui se passe en compétition, voir ce que je vaux? Je pense que c'était un moment où j'ai jamais fait de sèche, parce que j'étais maigre de base. Tu n'avais pas forcément Donc, besoin. Quoi, je me souviens que je suis monté entre 88 et 90 kilos. Ouais. Donc ça fait quand même bien plus 30 kilos. Et pour te dire, je voyais toujours mes abdos. Donc pour moi, je me suis dit, tu vois, tant que je vois mes abdos, c'est que je suis propre et je suis pas encore à un stade où je dois faire une sèche. Ouais. Sauf que j'ai commencé à stagner à ce poids. Et là, même en mangeant plus, ça devenait difficile. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je fais une première sèche pour voir. Donc là, je crois que j'ai perdu une quinzaine de kilos. Je crois que j'étais entre 75 et 76. Ouais. Et j'avais pas du tout encore en tête la compétition à ce moment-là. C'était juste parce que en fait, j'ai fait mon premier shooting
Oui. avec Luis Rafael. C'était à Prague. Je m'étais déplacé à Prague. Ouais. Et du coup, c'est après avoir vu le rendu de ces photos que je me suis dit, en fait, je suis quand même vachement maigre encore. Ouais. Et à ce moment-là, vu que j'avais fait du coup les 2 étapes, la prise de masse, la sèche, avec un rendu plutôt pas mal, je me suis dit, ok, maintenant je suis à fond dedans, je suis un compétiteur, comment ça se passe et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour aller faire de la compète, quoi. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait les championnats suisses, en Suisse, que c'était la première étape à faire à l'époque. Donc ça, c'est amateur. Hein. C'est amateur. Mais il y a eu des pros aussi qui passent après vous ou pas forcément? C'est une Non. compétition amateur. En fait, quand j'ai commencé à me renseigner là-dessus, t'as un gros parcours à faire. Ouais. À l'époque, il y avait 2 compétitions en Suisse. Il y avait la Coupe suisse et le championnat suisse. Et tu devais obligatoirement faire la Coupe suisse pour participer au championnat suisse qui était 2 semaines après. Ouais. Et tu devais terminer dans le top 3 de ton pays pour aller à l'international. Donc là, tu es toujours en mode amateur. Et à l'époque, une fois que tu atteignais le niveau international, tu devais gagner ta catégorie. Donc en Suisse, tu devais juste faire un top 3 dans ta catégorie. Pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Ensuite, à l'international, tu devais gagner ta catégorie. Donc finir premier de... Moi, par exemple, c'est par taille. Toi, c'est men's physique. Men's physique, et puis il y a des tailles. Donc en amateur, tu peux avoir entre 5 et 8 catégories. Ouais. Donc, en international, si tu gagnes ta catégorie, tu passes à l'overall. On appelle ça comme ça, c'est tous les gagnants qui se retrouvent sur scène pour passer pro. Déterminer le gagnant ultime de... Le gagnant ultime passe pro. Ouais. Uniquement le gagnant ultime. Ouais, et donc là, c'est un gros parcours pour toi. En fait, c'est là où du coup, ça débute, parce que là, tu te dis, ok, faut quand même... faut gagner ta caté, et après, tu dois aller gagner sur scène contre tous les mecs qui viennent de gagner leur caté aussi. Et là, tu sens que tu rentres dans un autre niveau. Ouais. Ouais. C'est, donc là, en Suisse, tu gagnes assez facilement? Tu gagnes Non. rapidement ou pas du tout? Non, du tout. Alors, la première année, c'est assez drôle parce que du coup, ma première compétition, c'était la Coupe Suisse. En 2016? En 2016. Et on était une vingtaine d'athlètes, ou 25. Et les finales, c'est le top 6. Ouais. Et je finis 7e. Ah ouais. Donc, j'ai pas accès aux finales le soir. Et je suis un faux calme. Donc là, c'était sur l'impulsivité. J'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête ce sport. Je me suis dit dans ma tête, je vais au McDo. Je me rappelle, on était à Chafouz. Je suis sorti tout seul, hein, avec mon tan et tout. J'avais mon short. J'ai juste mis un t-shirt. J'ai mis McDo sur le GPS. T'es allé. J'ai vu, il y avait 15 minutes de marche. J'ai commencé à marcher. Je me suis dit, j'arrête toute cette souffrance pour rien du tout. C'est énorme. Ouais, mais vraiment, hein, j'ai marché vénère. Et au bout de 5-7 minutes, je me suis dit, putain, en fait, t'es con. T'es tout prêt, quoi. T'es à 2 semaines du championnat suisse. Ouais. Même que tu finisses premier ou 20e, t'es qualifié. Va au bout du truc. Ça fait 4-5 mois que t'es en diète restrictive. Tu dois tenir encore 2 semaines, donc fais pas le con. On continue. Et là, du coup, je reviens en arrière. Tu te sens un peu con et ouais. tout. Du coup, je reviens. Du coup, je continue ces 2 semaines. Je vais au championnat suisse. Puis là, il y a mon père et mon frère qui étaient venus me voir. Il y a Thibaut aussi, du coup, qui était mon meilleur ami de l'époque. Et là, je sais pas ce qui s'est passé ces 2 semaines, mais il y a quelque chose dans ma tête qui m'a fait, faut que j'arrache tout. Ouais. Et là, j'ai atteint les finales et j'ai fini 5e. D'accord. Donc là, pour moi, c'était vraiment le truc qui allait me faire tenir pour la suite. Parce que je pense que si j'aurais pas atteint les finales à ce moment-là, j'aurais pas continué. Ah ouais, carrément? Ouais. Okay. En fait, c'est... Ouais, mais tu dis ça maintenant, mais alors que... Ouais, je sais pas. En fait, c'est tellement de déceptions. souffrance que ce que je te dis là, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai fini 7e. Ouais. Et je me suis dit, allez, en gros, je donne tous ces 2 semaines. Il faut absolument que je rentre et que je sois retenu pour les finales. Et mine de rien, j'ai gagné 2 places. Ouais. Et dans la tête, ça change beaucoup. Le mindset, il change complètement. Ouais. Et pour te dire, là, je suis sorti de scène et j'ai regardé mon père et j'ai dit, papa, l'année prochaine, je reviens, je gagne. Ouais. Et une année après, je suis revenu et j'ai gagné. Donc là, tu te dis, l'année prochaine, je gagne, tu gagnes. Et là, du coup, la suite logique, je pense, c'est la Procard. Direct ou pas forcément? Non. T'as envie de faire un peu d'expérience? En fait, si tu veux, la carte pro, on se rend pas compte aussi. Aujourd'hui, c'est très mis en avant, c'est le nouvel objectif de tous les jeunes. Mais pour passer pro, en fait, je sais pas comment te dire ça. C'est comme si c'est devenu vraiment trop une mode ces temps.
Et les gens, ils ont vraiment pas conscience de ce que c'est. Mais cette carte pro, Mm. qu'est-ce qu'elle débloque? Quels sont ses avantages? C'est quoi? C'est le fait d'être reconnu professionnel et du coup avoir plus de partenariats, plus de sponsors, plus d'argent. Elle sert à quoi concrètement? Elle sert à entrer dans la Pro League Ouais. et de concourir uniquement sur des pro shows. Donc, où il y a des rémunérations une fois que tu rentres dans un top 5. Ouais. Et ça t'amène la notoriété, la crédibilité. Et t'es beaucoup mis en avant. Après, c'est pas du tout un sport où... Bah alors, si tu as des sponsors, effectivement, tu vas être payé, mais tu vas pas être payé par la ligue et parce que tu fais du bodybuilding. Si tu veux que tu passes pro, c'est comme si on va te mettre en avant et on va te donner les cartes pour que toi, tu fasses le job. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à C'est toi... un coup de pouce en fait. Voilà. Ouais. C'est vraiment à toi, D'aller chercher après, tes sponsors. ouais, de faire vendre ton image, quoi. marcher ton image, c'est ça. Mais c'est pas comme le foot où tu vas signer un contrat. Là, on signe un contrat pour faire des pro shows, mais on n'est pas payé. C'est même nous qui payons notre carte pro $300 par année. Ouais, c'est un business quoi, à l'américaine. Ouais. C'est vraiment à toi de faire ton travail de ton côté. Ouais, mais au moins tu peux aller voir les sponsors avec cette légitimité, je suis professionnel, il faut C'est me ça. soutenir quoi. Ouais. Ouais. Donc 2016, ensuite tu participes à beaucoup de compétitions. Ouais. Tu fais des podiums, tu gagnes même, mais tu gagnes jamais l'overall. C'est C'est ça. un peu ça. Sur Instagram, tu le dis, hein, tu es souvent déçu. Mais il y a quelque chose qui me surprend, c'est que après chaque échec, même à chaud, tu mets sur Insta, ok, la suite c'est dans un mois, ok, on va essayer de se refaire, ok, je sais déjà ce qu'il faut modifier. Tu es toujours en fait dans ce mindset de progression. Comment tu fais pour maintenir ça au quotidien, te dire, bon là j'ai des échecs tout le temps, je suis tout le temps déçu, mais c'est pas la finalité. Parce que je suis... Enfin, je pense que chaque compétiteur est comme ça. On est tous... Je pense qu'on a tous une part de... En nous, on est mauvais perdant, donc on n'aime pas perdre. Mais pour moi, de perdre, tu peux que t'améliorer. Et franchement, est-ce que tu connais une grande star qui n'a jamais perdu ou qui a jamais connu d'échec? Il n'y en a aucune. Et j'aime bien dire justement un truc, c'est les seuls perdants pour moi, c'est ceux qui abandonnent. T'abandonnes pas, un jour ça passera. Tout simplement. T'étais convaincu? Non. Ouais. Non, mais en fait, si tu veux, tout au long de mon parcours en tant qu'amateur, toutes les compètes que j'ai fait, je suis allé que en m'améliorant. Ouais. Si tu veux, j'ai commencé j'ai gagné, j'ai pas gagné les championnats suisses, j'ai gagné la Coupe suisse. Et l'année d'après, j'ai fait ma première compétition à l'international où j'ai directement fini deuxième. Et là, je me suis dit, ok, Il y a moyen. il y a un truc à faire, tu vois. Après, j'ai pris une année de pause, je suis revenu, j'ai fait troisième, donc je me suis dit, ok, je reste dans le podium. Du coup, jusqu'à là, donc jusqu'à ma deuxième compétition en international, j'ai fait tout seul, donc sans coach. Déjà, Autodidacte, tu disais avant. C'est ça. Je voulais pas de coach. Mais là, tu as appris énormément. Ouais. Bah, j'ai tout testé sur moi en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'arrive autant à aider les gens. C'est parce que vraiment j'ai tout testé sur moi. C'est à ce moment-là j'ai eu la possibilité d'avoir contact avec Psycho Fitness. Et ce coach-là, à ce moment-là, il venait de faire gagner le Mister Olympia en bodybuilding, donc les gros Open. Donc c'était le coach le plus mis en avant au monde. Et du coup on a directement fixé une date, c'était un mois après. Et en plein milieu il y a eu le Covid. Donc là, en pleine prépa, on me dit « Ouais, tu peux même plus aller en salle de sport. » J'étais « C'est pas possible. » Il se passe quoi quand... Ah ouais, là, c'était violent. Là, dans la tête, c'est waouh. Et surtout, on a vécu quand même quelque chose qui était... Ouais, on se rend plus compte aujourd'hui. On se dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Donc là, le Covid tombe et Ouais. tu te dis « Mais comment je vais faire pour m'entraîner ?» Mais en fait, vous êtes un peu tous à la même enseigne. Ouais. Mais Là, tu on fais était comment? tous Tu fais quoi? déboussolés. En fait, je pense que le monde entier était déboussolé, tu vois. Ouais, Et c'est encore ça. plus... Moi, j'ai vu comment ça s'est passé dans le monde du body, mais dans le monde du sport... Ouais. En général, ça Ouais. devait être une catastrophe. Ouais. Les athlètes d'élite et tout qui doivent s'entraîner tous les jours, puis d'un coup on leur interdit tout. Bah là, moi j'étais depuis 4-5 mois, c'était le tout début de ma relation avec Morgane. Ouais. Et elle était crossfiteuse. Du coup, moi j'ai pris ce temps, si tu veux. En fait, chaque moment de ma vie, je l'ai toujours utilisé à bon escient. C'est-à-dire que là, ok, il arrive ça, je peux plus m'entraîner. Ça fait 4 ans que je fais de la compétition, j'avais pas pris de pause du tout. Ouais. Je me suis dit, ok, maintenant, en gros, je profite de ce temps-là pour régénérer complètement mon corps. Ouais. Donc, je suis parti en détox.
J'ai baissé mes apports caloriques. Je me suis dit, au niveau des entraînements, je vais réguler. D'ailleurs, j'ai fait 3 mois de CrossFit, enfin, entraînement CrossFit avec elle en extérieur. Je me suis fait battre sur 3 mois de suite, donc c'était très difficile. Tout le monde, c'est pas du tout la même catégorie. Pareil. Ouais. Ah bah oui, mais c'est normal. Ouais. J'utilisais les mêmes poids qu'elle, mais je ne gagnais pas. C'était de la folie. Bah, c'est pas du tout le même sport. Et puis elle me demandait de courir. Ouais. Alors courir au début. On va porter 100 kilos. Impossible. Par contre, au bout des 3 mois, j'étais content, j'arrivais à courir 500 mètres. Tu te rends compte que t'es gros en fait. Ouais, tu vois. ouais. Et du coup, après, les salles ont réouvert. Donc là, vu que j'ai commencé à travailler en fait dans ma salle, à ce moment-là, bah, j'ai pu m'entraîner légalement, entre guillemets, parce que les employés pouvaient s'entraîner. Ouais. Et j'étais toujours avec mon coach. Et là, je lui ai dit, en octobre, je suis sur scène. Et lui, il m'a dit, mais prends du temps. Il m'a dit, non, moi, direct. Ouais. Et en gros, j'ai fait 2 mois de masse vraiment forcée, parce qu'on n'avait pas le temps. Et je suis parti en préparation pour octobre. Et moi, je me suis dit, tu vois, on est encore en période Covid, tous les pays, c'est un peu différent. Je me suis dit, c'est vraiment le moment d'aller chercher ma carte pro. En fait, pas du tout. Les seuls athlètes qui montent sur scène à ce moment-là, c'est tous les tarés. Ouais. Donc, tous les meilleurs amateurs qui étaient là sur chaque compète. On voyait notre catégorie, on était là, mais c'est pas possible. Ouais. C'était de la folie. Et c'est là, en fait, où ça a été aussi un peu le game changer, parce que ma première compétition, j'ai fait 3e. Donc de nouveau, je reste dans le podium. Et là, j'avais décidé d'en enchaîner 3 de suite, donc semaine après semaine. Donc là, c'est super dur physiquement de garder ce poids, cette masse grasse très très faible, je sais pas, 5, 6, 7%, je sais pas pendant combien de temps. Même plus bas. Même plus bas. Ouais. Au quotidien, c'est comment? T'es un zombie. Ouais, complètement. Il y a tout qui est dur. Ouais. Il y a tout qui est dur, t'es pas forcément d'une bonne humeur. En fait, dans ton corps, t'es en mode survie. Et comme on dit, quand tu dois te sauver toi-même, tu ne peux pas sauver quelqu'un d'autre. Donc c'est très dur de donner de l'attention à quelqu'un d'autre. Moi, je suis quelqu'un qui me renferme. C'est-à-dire que je sais que je suis désagréable, donc si tu veux, je vais m'éteindre. Je vais moins parler, moins sourire, je vais faire mon truc. C'est comme si vraiment je me concentre à survivre, à vraiment tenir. J'ai que mon truc qui compte, parce qu'en fait, c'est tellement dur à le tenir que t'as pas le choix en fait. Et c'était très dur au début pour Morgane, qui me suivait, puis elle a dû apprendre comment je fonctionnais au fur et à mesure des préparations. Tout le long. C'était la première à me dire de continuer aussi, c'était la première à être derrière moi. Franchement, elle a été là du début de mes compétitions internationales jusqu'à l'obtention de ma carte pro et jusqu'à maintenant. Ouais. Donc t'as besoin de ça aussi, je pense, c'est ce qu'il faut aussi un athlète. Je pense que tu peux pas être avec quelqu'un qui est en dehors du sport déjà. Ouais. C'est trop complexe, je pense, pour comprendre, même pour quelqu'un. Les mondes sont trop éloignés. Ouais. C'est vraiment 2 mondes différents, quoi. Et donc là, je fais 3e à ma première. Ouais. J'enchaîne directement la semaine d'après, où là, je gagne. Donc là, c'est la première fois où je gagne ma catégorie en international. Et je finis 2e à l'overall. Je sais parce que j'étais à côté de celui qui a gagné la carte pro au centre de la scène. Et là, sincèrement, j'y ai cru. Et je me suis dit, putain, elle me passe sous le nez. Ouais. Et là, du coup, semaine d'après, il y en a encore une. Du coup, j'y vais. Et là, c'est une très grosse compétition. C'est une compétition où il y a 3 cartes pro à l'overall. Ouais. Les 3 premiers ça, c'est 2021. Passent pro. 2020 même. Non, c'est 2020, fin 2020. En 2020. Ouais, en fait, fin d'année, quand un peu tous t'as enchaîné toutes les compètes. Ouais, voilà. Les 3 compètes qu'il y avait, je les ai fait. Du coup, j'ai regagné ma catégorie. Ouais. Donc déjà là, c'était franchement de gagner ma catégorie avec le niveau qu'il y avait, c'était un truc de ouf. Dans ma tête, à partir de ce moment-là, quand tu commences à gagner ta caté, tu peux pas lâcher. Ouais, c'est ça. En fait, tu la vois la carte pro. Et en fait, je pense que j'aurais tout donné. Même maintenant, je pense que je continuerai à l'avoir parce que tu y es. En fait, tu as juste à continuer. Et là, je me rappelle, à l'overall, il y avait un tel niveau, on était 8. Et pour te dire, sur ces 8 à l'overall de 7 compétitions, on est 6 à être professionnel à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'était incroyable. Et j'ai de nouveau pas gagné ma carte pro, donc j'ai même pas terminé dans le top 3. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'il y avait plus de compétition. Donc la fin de l'année, là, t'arrêtes. Ouais, là, j'avais pas le choix. Dégoûté. Ou oui, tu te dis que ça va tomber. Alors dégoûté parce que je me dis que j'aurais pu enchaîner si on avait. Et d'un autre côté, t'es tellement fatigué que tu te dis ouf, ça te coupe et puis tu peux redémarrer. Donc j'avais attendu le calendrier qui sort toujours en janvier et j'ai booké les premières dates de l'année.
Pour garder un peu cette condition, En fait, trop... dans ma tête, j'y étais vraiment. Donc, j'avais plus besoin de refaire de masse. Il fallait juste que je tienne mentalement et que j'aille la chercher. Et là, je suis allé dans une compétition où tout était catastrophique. C'était encore pendant le Covid. Un jour, c'était oui, le vol. Un jour, c'était non. Il y a eu tellement de stress qui se sont passés. C'était à Londres. Et je pense que mon corps a très mal réagi. D'ailleurs, c'est une des compétitions où j'avais le physique le plus éclaté. Vraiment. Ouais. En fait, j'étais... Toi-même, tu le remarquais? Ouais. Je l'ai même vu. J'ai vu les photos sur scène. J'ai dit, ok, c'est bon. J'avais fini 3e, mais aucun problème que j'accède à la 3e place. Ouais, non. pas de regret. Il y avait eu trop de trucs, ouais. Et par contre, à ce moment-là, il y a aussi un déclic, c'est que je change de coach. C'est-à-dire que, si tu veux, j'avais l'idée d'un physique que je voulais, et lui me disait ok, mais il m'amenait dans le sens que lui voulait, qui n'était pas forcément le mien. Du coup, à ce moment-là, je change de coach parce que lui, il avait l'optique aux États-Unis de monter sur scène plein à péter, c'est-à-dire le plus gros possible, et de mettre un peu de côté la condition, donc la qualité de sèche. Et en men's physique, en fait, si tu veux, c'est plus la condition que le gros volume sur scène. Gros volume, j'entends très plein, très rechargé. C'est difficile d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre, mais je sais pas comment le dire autrement. Et du coup, depuis un moment, en fait, vu que je me battais vraiment avec les meilleurs de ma catégorie, j'ai vu pas mal d'athlètes qu'un coach italien s'occupait. Et en fait, tous ces athlètes, pour moi, m'ont toujours impressionné parce qu'ils étaient avec une condition à chaque fois, mais de folie. Et moi, c'est le seul truc qui me manquait. Je me suis dit, il me faut juste ça pour passer. Et du coup, je me suis dit, le mec a tellement d'athlètes, déjà, jamais il va me répondre. Et en fait, je lui ai écrit un matin, ça devait être 8h, je lui ai envoyé un message, je me suis présenté, je lui ai dit ce que j'aimais chez lui et mon projet. Je suis sorti d'Insta, j'ai écrit à Morgan, comme quoi je lui avais fait le message et tout, puis que maintenant j'attendais. J'ouvre Insta, il m'a répondu. Salut Kenny, je vois très bien qui tu es. Ça fait un moment que je te vois sur scène à côté de mes athlètes. Ton projet me va très bien. Pour moi, tu peux avoir ta carte très rapidement et sans souci. Et puis il me dit, on commence à travailler quand tu veux. Et là, moi, je vois ce message, je dis, en fait, c'est écrit. Donc je contacte mon ancien coach, je lui dis que j'ai envie d'arrêter avec lui. Il le prend comment? Il le prend bien, mais sans plus, normal. Après, j'ai envie de te dire, on n'est pas liés, tu vois. Je le paye. Du coup, si j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter. Le soir même, j'ai reçu tous mes nouveaux plans et on avait déjà fixé une prochaine date de compétition qui était dans un mois. Donc si tu veux, j'avais un mois complet avec complètement une diète différente, complètement des entraînements différents. Du coup, on fait ces 4 semaines de préparation et du coup, on arrive en juin. Et là, de nouveau, il y a 3-4 compétitions à la suite. Donc dans ma tête, je me suis pas dit je fais les 3, je me suis dit je les fais une par une. Si ça passe pas, on enchaîne, mais pour moi, j'allais l'avoir. Et là, du coup, je vais le premier week-end, donc je le rencontre en personne, il était sur place. Et je finis 2e de ma catégorie, mais complètement dégoûté. D'ailleurs, je crois que le soir même, j'avais mis un message comme quoi je pouvais rien dire parce que je savais pas quoi dire. J'avais éteint mon attel, j'ai même pas écrit à Morgane, je me souviens, c'était horrible. Et je lui avais réécrit le lendemain matin, mais ça avait donné un froid entre nous qui était assez violent parce que elle, là, était complètement dans l'incompréhension. Parce que je me sentais tellement mal. Et elle peut interpréter ça comme elle veut. Elle peut se dire, il est allé à l'étranger, il a rencontré une fille, il me parle plus, alors qu'en fait, j'étais complètement dans le mal de mon résultat. Ouais. Dans ma tête, j'avais envie de péter un plomb. T'as pété un plomb ou même pas? T'es resté stoïque? Intérieurement. Ouais, en fait, j'ai toujours utilisé, je pense, cette force pour continuer. Et en fait, quand je suis rentré, on est allé s'entraîner ensemble avec Morgane. Et c'est vrai qu'elle me l'a redit par la suite parce qu'on a discuté puis on a remis les choses à plat, évidemment. Mais elle m'avait fait un reproche, c'est que j'étais durant cet entraînement tout le long sur mon attel. Et c'est là où elle, dans sa tête, elle l'a interprété comme quoi j'avais rencontré quelqu'un. Alors t'étais juste pas bien mentalement. C'était mon coach que j'avais rencontré. Et donc en fait, là, je remettais tous les plans avec lui pour la semaine à venir. Et en fait, j'étais sur mon attel sans arrêt, mais par rapport à ce que je devais faire. Et ça, bien sûr, j'ai pu lui expliquer après, ça, il n'y a eu aucun souci. Mais c'est vrai que sur le moment, je la comprends. Mais pour moi, je pense que même si tu me dis j'aurais fait ça différemment, j'aurais pas pu. J'étais trop dans le mal. Et du coup, je repars directement le week-end d'après, où là, c'était une compétition très spéciale. C'était en Ukraine.
Donc du coup, c'était avant la guerre. Et je me souviens qu'en arrivant là-bas, je me suis dit, putain, on dirait que ce pays, il est en guerre complète. Il y avait tout qui était détruit. C'était vraiment une ambiance très spéciale. Il y avait que des Iraniens, des Irakiens, des Turcs et des Ukrainiens. Et tu vois, leur physique, c'est pas les physiques des petits Suisses. Ça change. Ils étaient tous énormes. Génétiquement, ça change de ouf. Tous énormes. Et moi, je me suis dit, je vais me faire exploser. 36 athlètes, c'était énorme. Même la scène, il n'y avait pas assez de place pour mettre tout le monde. Et en fait, je me fais sortir, quand tu es sur scène, tu as des premières comparaisons où tu es appelé par numéro. Donc, tu choisis pas à côté de qui tu es. Ensuite, une fois que les juges ont vu tout le monde, tu as une présentation. Donc, un par un, on rentre sur scène, on fait notre posing libre. Et ensuite, ils rappellent tout le monde sur scène. Donc là, ils nous ont tous rappelés, on était 36. Et là, dans ma tête, je me suis dit, si je sors, je gagne. C'est pas possible. Il y avait tellement de monde et tellement de niveaux, je me suis dit, c'est soit on m'a pas vu du tout, soit je sors et je gagne. Et là, on me sort, on me met directement au milieu et j'ai pas bougé. Et du coup, je gagne. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est bon, aujourd'hui, je passe pro. J'arrive à l'overall, du coup, mais hyper confiant. Et c'est un petit black, un tout petit black, vraiment un physique incroyable, qui passe pro ce jour-là. Et en fait, j'étais tellement sûr de passer pro, tu sais, que ça m'a mis en choc. Je me suis dit, mais non, encore une fois, tu vois. Après toutes les fois que je gagne cette carte. Mais là, t'as la rage. J'étais déboussolé là. Déboussolé. Ouais. Je me suis Mais dit... c'est quand même fou de passer par tous ces échecs, Ouais. être dégoûté, mais en fait, t'en remettre vite, je trouve, En dans fait, le mindset, parce que tu ça sais, va tomber. Mais c'est tu fou. sais que dans ta catégorie, quand tu la gagnes et que tu fais que de la gagner, Tu tournes, puis t'es pas mais loin. tu sais que les juges, ils aiment ton physique. Et il y a un des juges qui m'a sorti une phrase et il m'a dit « Tu peux être le plus beau ce jour-là, mais tu gagneras pas si ce jour-là, c'est pas ton jour. » Il m'a juste dit ça. Il m'a dit « Attends ton jour. Continue et ton jour viendra. » Et ça veut tout et rien dire. Parce que tu as envie de lui dire « Ok, donne-moi l'argent pour tous les voyages. » Tu vois, donne-moi la force mentalement de continuer, de tenir encore une semaine de plus, alors que tu es déjà au bout de ta vie. Et là, je me rappelle que j'étais rentré et la compétition de la semaine d'après, c'était en Italie. Et je sais qu'en Italie, ils sont fans de faire énormément de catégories. Et là, j'étais allé sur le site pour l'inscription et j'ai vu comme quoi il y avait 8 catégories. Donc je me dis, c'est bon, tu gagnes ta caté, tu arrives contre 8 gagnants de nouveau. Pour moi, là, franchement, j'étais à la limite du vase qui déborde. Et j'étais proche d'un ami à moi que je coach, qui s'appelle Michel. De nouveau, j'ai dit à Morgane, tu sais quoi, la seule façon que je fasse cette compète, c'est j'écris à Michel, et s'il est d'accord de m'accompagner, on va en voiture. Et je lui ai écrit, et il me dit, allez go, je bloque les dates, on va en voiture. Du coup, je continue, je me prépare, je vais à cette compète, je regagne ma caté. Et là, je sais pas, si tu veux, le matin du show, mon coach était sur place. Quand j'ai fait mon check, quand je lui ai montré mon physique le matin même, il m'a dit aujourd'hui c'est ton jour. Et là dans ma tête je savais que j'allais gagner. Je peux pas t'expliquer. Je savais que cette compétition j'allais gagner. Et je gagne ma caté, donc en fait là j'arrive à un stade où ma catégorie elle est même plus importante. Ouais, je sais que je vais la gagner. Ouais, donc je me dis de toute façon c'est pas possible que je finisse deuxième, sinon il y a un problème. Donc je gagne ma caté, overall directement, on monte, on est 8. À l'overall, quand on te met en ligne, on te met pas par numéro. En fait, c'est vraiment toi qui dois t'imposer. Donc là, dans ma tête, je pense que je regarde même pas, mais je vais au milieu. Je pousse tout le monde, je me pose au milieu, les gens ils s'écartent. Pas mal à l'aise de faire ça parce que ça. tu sais que c'est normal, quoi. Ouais. Mais c'est dur, non, à s'imposer comme ça. En fait, sur scène, la prestance, elle joue énormément. Donc si on voit que t'es pas là pour gagner, eh ben on va regarder un autre. Ouais. Tu dois vraiment montrer au juge que t'es là. Ouais, et que t'as pas peur et que t'es là pour gagner, en fait. Si tu t'effaces, eh ben en fait on va faire suivant. Et là pendant 10 minutes, ça a duré 10 minutes parce que j'ai le live, ça a été filmé en live. Et c'est énorme, 10 minutes sur scène. Dis-toi qu'une minute tu commences à tétaniser. Au bout des 10 minutes, pour te dire, j'étais en pause de face, je sentais plus aucun de mes muscles. Donc parce que tu fais que de contracter tout le long. C'est ça. Ouais. En fait, j'avais aucune idée si j'étais juste ou pas. Ouais. Tellement j'étais au bout du bout. Après, c'est pour tout le monde la même chose. On était 8 sur scène, c'était les 8 comme ça, mais c'était extrêmement long. Et après, on nous demande de se remettre en ligne au derrière de la scène. Puis là, ils font le petit speech, ils vont annoncer le gagnant, gros suspense.
Là, franchement, j'ai hurlé. C'est comme si tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est sorti. C'est indescriptible. Le fait d'entendre ton nom, franchement, c'est... Sans mentir, hein, c'est une des plus belles sensations que j'ai eues dans ma vie. Tu réalises tout de suite, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'explose. En fait, dans ma tête, c'est 13 ans d'acharnement qui payent maintenant. À l'instant présent. C'est ouf. Franchement, ce moment, il est indescriptible. C'est le plus beau moment de toute ma carrière, je pense. Après, on te donne la carte, on te fait parler sur scène. Franchement, je me démerde bien en anglais. Là, impossible de sortir un seul mot en anglais. Ouais, parce que t'as la tête ailleurs, quoi. Ouais, t'en reviens pas. En fait, c'est tellement un Graal dans ce monde-là, cette carte pro, que de l'avoir, même si t'es prêt. En fait, tu peux finir premier toute ta vie même, Ouais. mais le jour où t'es sur scène, t'as toujours un mec meilleur que toi. Et finalement, tu l'as jamais. C'est tellement frustrant. Ouais. Et il y en a plein qui arrêtent avant d'avoir la carte pro, alors qu'ils ont des physiques incroyables. Justement, sur là, quand tu gagnes la carte pro, il y a ta femme qui met une phrase sur Instagram. Elle dit que malgré l'incompréhension des gens autour de toi, tu n'as jamais rien lâché. Ces gens autour de toi, c'est qui? J'imagine c'est ta famille. Pas tout le monde comprend ton mode de vie, j'imagine. Enfin, ça se passe comment? Alors, à ce moment-là, je peux pas parler de ma famille, parce que le déclic dans ma famille, quand je dis ma famille, c'est mes parents et mon frère et mes grands-parents, il a été fait quand j'ai gagné en Suisse. Ouais, donc déjà 5 ans plus tôt, quoi. Ouais. En fait, c'est comme si, lorsqu'ils m'ont vu sur scène, qu'ils ont vu pourquoi je faisais ça tous les jours, ils ont eu ce déclic. Et à partir de la première scène que j'ai faite, donc même pas quand j'ai gagné, la première scène que j'ai participé, leur vision a complètement changé. Et depuis là, ils sont franchement à 10 000% derrière moi. Et mais ça, avant ces scènes, ils comprenaient pas, parce que c'est difficile à comprendre. C'est ça, ils comprennent pas. Ils voient, j'imagine, toi qui es un zombie souvent, qui voit débarquer des cartons de prot. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont été présents en Suisse, jamais à l'international, mais à l'international, tous les lives étaient là. Et si tu veux, le monde du body est tellement complexe du fait de comprendre ce qui se passe sur scène, ce qu'on demande comme conditions physiques, parce que à une personne qui est en dehors de ce sport, tu leur montres un plateau sur scène, à aucun moment il va savoir te dire qui c'est qui est meilleur qu'un autre. Et pour te dire, là, par exemple, ma mère et même mon père, ils arrivent à me dire ce qui va ou ce qui va pas sur mon physique ou par rapport à un autre. Et ça, je trouve ça mais juste génial. C'est incroyable. Des personnes en dehors du body qui s'en foutent complètement de ce sport, hein, mais qui arrivent avec le temps à comprendre et à s'intéresser, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est trop cool. Je voulais qu'on parle un peu, c'était un thème que je voulais aborder, c'était le regard des gens dans la rue. Enfin, le regard des gens en général. Comment les gens te regardent? Est-ce que tu sens que les yeux ils se posent sur toi ou ça se passe comment? Moi, je m'en fous complètement de ce qu'on va penser de moi ou du regard des autres. Donc, ce qui m'a le plus marqué de moi-même, c'est vraiment à la piscine, mais quand j'ai commencé à avoir un physique hors norme. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, et ça, je l'ai remarqué, je ne vais pas souvent à la piscine, hein, mais en fait, les peu de fois où je suis allé à la piscine, j'avais l'impression d'être plus mal regardé qu'une personne obèse. Que pour les gens, une personne obèse, c'est normal, mais moi, non. Et ça, j'ai trouvé assez... En fait, j'ai trouvé vraiment bizarre. T'as été mal à l'aise? En fait, les gens te rendent mal à l'aise. En faisant peut-être des grimaces où tu vas entendre un petit mot genre c'est trop, c'est pas beau. Enfin, tu vois. Et puis la personne à côté de moi qui est obèse, qui a le ventre qui pond, c'est beau. Enfin, tu vois. Non, mais tu vois. Ouais, c'est fou. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, en fait. Quand moi et Morgane, on est dans la rue, elle me fait remarquer qu'on est beaucoup regardé. Et c'est avec ce genre de petites remarques que je prends conscience quand je prends la peine de regarder. Après, moi, ça me touche vraiment pas. Donc... Toi, t'as jamais été comme ça à te montrer ou comme ça, tu t'en fous, non, en fait, tu te rends même pas compte. Tu vois, là, tu me vois en gros pull oversize. Même mes clients, à part si j'ai un client qui m'a vu m'entraîner, personne ne m'a jamais vu en t-shirt serré ou en débardeur. En fait, les bodybuilders qui font ça pour la compétition ne sont pas des personnes qui ont besoin de se montrer. Après, on est en débardeur et puis en liquette à la salle. Mais
si tu veux, le fait qu'on se regarde dans le miroir, c'est pas parce qu'on se kiffe. C'est pour vraiment voir à quoi on ressemble et à quoi, en fait, on doit encore travailler sur notre physique. Mine de rien, l'image de notre physique, c'est le job. C'est votre business. Voilà. C'est ce qui vous fait vivre. Donc ça, c'est aussi l'image erronée, on va dire, qu'ont les gens lambda, comme quoi on se regarde beaucoup. Mais en fait, c'est notre job. Ouais. Tu vois, si on doit améliorer un truc, on doit pouvoir se regarder. Puis, pour revenir à l'anecdote, du coup, vu que je suis parti à Bagdad, là, une fois, elle est rentrée, puis elle m'a dit, tu sais, j'ai un monsieur qui marchait dans la rue à côté de moi, aujourd'hui, et parce que Morgane, on va beaucoup la regarder. Et je pense qu'on la regarde peut-être plus que moi dans la rue, parce qu'une femme... Enfin, pour moi, elle a le physique parfait d'une femme, mais musclée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup d'hommes qui vont pas aimer, mais pour moi, je dis toujours que les hommes qui disent qu'ils aiment pas ce genre de physique, c'est qu'ils savent eux-mêmes qu'ils vont jamais pouvoir avoir une femme comme ça. Et du coup, elle me dit, ouais, il y a un monsieur en surpoids qui marchait à côté de moi, puis il s'est arrêté, puis il m'a dit, dis donc, faudrait peut-être arrêter de pousser à un moment donné, parce que là, ça a peut-être dépassé la limite. Puis en fait, elle m'a dit qu'elle est restée sans voix. Et je trouve ça tellement déplacé. J'ai plein de choses comme ça. Tu vois, une fois, on était au Portugal pour une de mes compétitions. Et on se baladait le soir en ville. Et si tu veux, devant nous, il y avait une personne en chaise roulante. Une vieille dame, je dirais 60-70 ans. Et nous, on s'est arrêté devant elle et on lui a fait un sourire. C'est comme dire bonjour. Pour moi, c'est un signe de politesse. Elle a regardé Morgane de haut en bas et elle a fait une grimace de dégoût. Et là, tu te dis, mais putain, mais comment c'est possible? Aux États-Unis, c'est un monde qui est complètement différent. Là-bas, les gens sont géniaux. Franchement, là aussi, j'ai plein d'anecdotes, mais une qui m'avait vraiment marqué, c'est j'étais allé faire mes courses après l'entraînement. Donc, quand tu es en fin de préparation, je vais pas penser à mettre un pull. Je suis allé dans le magasin en débardeur. Je sortais vraiment de la salle. Et quand je suis sorti, j'ai appelé le Uber. Donc, si tu veux, j'attendais 5 minutes juste devant la porte du magasin. Et il était 22-23 heures. Hein. Donc, c'était vraiment très tard. Il n'y avait personne dans le magasin. Et tu as tout le personnel qui est sorti. Ils étaient 6-7, juste pour prendre une photo et pour me dire bravo, putain, physique de malade. Ils m'ont demandé si j'étais un acteur, qu'est-ce que je faisais là. Et en fait, je me suis cru dans un film. Il n'y en avait aucun qui connaissait le bodybuilding, mais ils sont venus... Ils sont curieux, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est des moments que tu passes, mais en Suisse, mais jamais as ça. Est-ce qu'on t'a déjà testé dans la rue? Ils se disent, putain, regarde ce mec balèze, viens, ils sont en groupe, puis ils se disent, vas-y, viens, on va le chercher. Non, là non. Peut-être avec 20 kilos de moins, quand tu faisais encore 90 kilos peut-être. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Là, en plus. C'est fini maintenant. Tu vois, avant que je commence la compétition, on voyait déjà que j'étais musclé. T'as toujours une petite période que tu passes un stade où t'as envie de montrer, donc où tu mets des t-shirts un peu serrés, où tu vas en boîte de nuit. Et là, c'était une période où je sortais avec un de mes amis. Et là, ouais, j'avais beaucoup de petits coups d'épaule où tu te crois balèze. Tu sais, des petites phrases comme ça où vraiment tu sens qu'on te cherche. Mais après ce stade-là, non. Là, je pense que c'est trop. Non, après, je suis pas quelqu'un non plus qui cherche des problèmes, donc. Mais non. Les physiques que vous avez, c'est pas des physiques naturelles. Mais explique-moi tout ce que ça demande derrière et toutes les connaissances que ça demande derrière. Moi, je trouve, ce qui est grave, c'est un mec qui commence le fit depuis 3 mois, qui s'informe sur 3 blogs et qui importe des produits de Chine et qui fait tout ça pas bien. Vous connaissez votre corps, vous êtes suivi aussi. Explique-moi un peu toutes ces croyances, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est nécessaire de faire. Déjà, il faut juste prendre conscience d'une chose, c'est que dans les salles de sport, sans mentir, je pense que 80% des gens que vous voyez touchent à des produits. Et ça, c'est quelque chose qui est triste à dire. Mais c'est une triste réalité. Est-ce que vous voyez 80% des salles de sport énormes et secs? Non. Donc les produits, c'est une aide, mais c'est pas de la magie. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Et c'est de ce fait-là qu'on entend toujours, c'est de la gonflette, lui, il est chargé. Mais si tu vois un mec sec et vraiment balèze, qui t'impressionne, je peux te dire que derrière, il y a un sacré taf. Et j'ai envie de te dire bonne chance pour être comme lui. Et
Ce sport-là, pour moi, c'est le plus dur au monde parce que tout est calculé au millimètre près. C'est-à-dire que tous tes repas sont pesés au gramme près, ton eau est calculée, ton sel est calculé, tes heures de sommeil sont importantes. La récupération, c'est le plus important pour la progression, que ce soit pour prendre du muscle ou pour sécher. En fait, tu dois presque tout sacrifier parce que toute ta journée est organisée autour de ton sport. Il y a des gens qui travaillent de 8h à 18h, mais leur journée ne veut pas tourner autour du travail, mais autour de leur discipline. C'est-à-dire qu'ils vont s'organiser pour manger à 7h, pour manger à la pause de 9h, à midi, à leur pause l'après-midi à 15h, juste avant d'aller à l'entraînement à 17h, à l'entraînement. Après l'entraînement, il faut remanger. Ils rentrent chez eux, il faut préparer les repas du lendemain. Il faut remanger avant d'aller au lit et tu dois avoir assez de temps pour récupérer. Là, je viens de décrire une journée d'une personne type qui a un travail, mais tu dois faire ça tous les jours, du lundi au dimanche, toute l'année. Et pas sur une année, mais sur plusieurs années pour vraiment atteindre un physique qui sera compétitif dans le monde de la compétition. Et combien de personnes va réussir à tenir ce rythme? Très très peu. Donc déjà, même pour ceux qui ont envie même de se lancer un défi de monter sur scène, d'arriver au bout du processus, même si vous êtes le plus nul, d'arriver au bout et de vous dire « j'ai fait tout juste du début à la fin », c'est déjà une énorme victoire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la maladie que tu as. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Comment tu vis avec cette maladie? Est-ce que tu peux l'expliquer aux gens qui nous regardent? Et comment tu fais pour dealer avec tout ça? Alors, c'est une maladie que j'ai aux yeux, qui est une maladie dégénérative. Ça s'appelle le kératocone. Normalement, les gens conseillent, ils ont un œil. Moi, j'ai les deux yeux. Donc, c'est une déformation de la cornée, en fait. Ça m'est arrivé Enfin, je l'ai aperçu à mes 17 ans. Je pense que ça vient pas... Enfin, ça vient d'un coup, mais pas côté jeune. Enfin, jeune, je dis en dessous de 10 ans ou à la naissance. C'est vraiment venu petit à petit. Pour moi, c'est la cause... Enfin, c'est venu à cause d'un temps, entre mes 15 et mes 18-19 ans, même avant mes 15 ans, où je jouais énormément aux jeux vidéo. Pour moi, ça vient de là. Tous les médecins dans les hôpitaux où je suis allé, eux ne me disent que ça vient pas du tout de là, que c'est génétique, alors que dans ma famille, génétiquement, il n'y a personne qui a ça. Moi, je dis que ça vient des jeux vidéo parce qu'en fait, je jouais pas pour le plaisir. Encore une fois... Tout dans l'excès. Ouais, tout dans l'excès. Je jouais beaucoup à FIFA et j'ai été 4 ans de Suisse numéro 1, 4 ans de suite numéro 1 Suisse. Et en fait, je dis que ça vient de là parce que quand tu joues un match à un tel niveau, c'est limite, tu clignes pas de l'œil durant 12 minutes. Et tu as une telle concentration face à l'écran que c'est comme si tes yeux sont tirés par l'écran. Et la maladie que j'ai, c'est une déformation des cornées. Donc mes cornées partent en cône. Après, c'est moi qui le dis. Les hôpitaux nous disent que ça vient pas de là. Moi, je mets un gros doute dessus. Sans mes lentilles et sans mes lunettes, je suis pas aveugle. C'est-à-dire que je vois pas noir ou blanc. Mais ma vision est de 0% des deux yeux. C'est-à-dire que si j'ai pas de lentilles ni de lunettes, je vois aucun détail. Je vois vraiment des pixels. Je vois ta forme, je peux pas te dire si tu as la bouche ouverte, si tu as les yeux ouverts ou fermés. Il n'y a vraiment aucun détail. Par contre, tu vois, si je suis chez moi, je peux faire les choses usuelles. Le seul problème encore, c'est que j'aurai un gros problème avec les distances. Donc c'est difficile à gérer. Après, moi, maintenant, ça fait 13-14 ans que j'ai ça, donc je vis avec, je sais vivre avec. Mon œil gauche, il a atteint un stade dangereux, ce qu'ils appellent le stade max. Donc c'était il y a 6 ans en arrière, je crois juste avant mes compétitions, où j'ai fait une opération, en gros, qui consiste à geler la cornée. Ce qui va éviter en fait l'évolution négative. Et l'œil droit pour l'instant ne bouge pas, mais j'ai un contrôle tous les 6 mois. Donc ça peut bouger du jour au lendemain, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire, ça va, on va dire. Et du coup, j'ai des lunettes déjà qui me permettent de voir à 5% de l'œil gauche et à 15% de l'œil droit. Mais en fait, la petite vue supplémentaire que ça m'apporte, ça m'évite les migraines ou les maux de tête ou la fatigue extrême. Et avec mes lentilles, je suis à 80% de l'œil gauche qui a été opéré, vu que je peux plus avoir le 100%. Mais bon, pour moi, c'est comme un 100%. Et l'œil droit, je suis à 100%. Et la seule contrainte, c'est que je peux les porter entre 6 et 8 heures maximum par jour. Donc je dois vraiment tourner ma journée intelligemment avec mes lentilles. Et après, le
plus gros problème de cette maladie, on va dire, c'est surtout au niveau de la fatigue. Je suis à l'AI depuis que j'ai été, que mon cas a été accepté. Il a mis 3 ans à être accepté parce que ils n'avaient jamais vu un cas comme ça. Donc j'ai fait plus de 18 tests différents pour vraiment en fait qu'on me dise que j'avais besoin, que je ne pouvais pas travailler à 100% en fait. Ce qui me semble logique de base, si on me donne un port de lentilles à 6 heures, je ne vais pas porter mes lentilles uniquement pour travailler. Sinon ta vie elle est en prison, quoi. Et le dernier test que j'ai fait pour être accepté auprès de l'AI, c'était un test de fatigue. Et ce test a été horrible. Je me rappelle, il a duré 24 heures non-stop. Et en fait, il en est sorti que ma fatigue avec lunettes ou sans lunettes, c'est-à-dire sans mes lentilles et sans une bonne vision, elle est accentuée fois 100 une personne normale. Et c'est là où ils se sont dit, ah ouais, quand même. Mais après, ça fait 13-14 ans maintenant que j'ai ça et j'ai appris à faire mes journées avec ce que j'ai et puis à tout organiser autour de ça. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, cette maladie? Ou sur la vie Je sais pas, à l'hôpital, ils savent le sport que je fais. Puis ils ont toujours dit que c'était assez ouf que je sois professionnel dans un sport de vision, alors que j'ai pas la vision. Ouais, c'est vrai. C'est ouf, hein. Ouais. Toi, ça t'a donné de la force ou bien tu penses que c'est d'autres raisons qui font que c'est ta personne qui fait que tu es un compétiteur et puis que même sans cette maladie... Alors même sans ça, j'aurais fait tout ça. Ça aurait été très différent, mais ça m'a surtout permis d'avoir un tournant dans ma vie parce que avant j'étais employé à 100% logistique, donc logisticien. Quand j'ai eu cette maladie qui a été détectée, du coup j'étais en incapacité de travail jusqu'à qu'on me donne la suite en fait. Et ça m'a permis en fait de faire le tournant de ma vie, de faire mon diplôme de coach et de partir dans le coaching. Et maintenant, actuellement, je vis de ça depuis 7 ans. C'est abusé parce que chaque fois que tu as un échec, il y a un problème, et en fait, toi, tu le contournes et tu te dis, maintenant c'est ça, du coup, je vais pouvoir faire ça. Ouais. À chaque fois, tu rebondis. C'est assez, je trouve ça assez inspirant. Jamais rester bloqué, c'est tout. En fait, rien n'arrive par hasard. S'il arrive quelque chose dans ta vie, tu dois trouver le pourquoi et surtout, tu dois avancer. Même si c'est dans une toute autre direction, change complètement. Si tu n'as plus le choix, tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter? T'asseoir, rester sur ton canapé? Mais ça, c'est pas... La plupart des gens sont pas comme ça. Ça, tu le sais, t'en es conscient quand même. Et c'est dommage. Ouais, mais t'en es conscient. Oui. Que t'es pas comme tout le monde. Et j'ai pas envie de dire ça parce que pour moi, en fait, tu vois, je m'occupe beaucoup de personnes qui sont en surpoids. Et il faut jamais forcer quelqu'un qui est en surpoids à faire le pas. Cette personne ne fera jamais le pas si d'elle-même, elle n'a pas le déclic. Pour moi, on peut tous faire des choses grandes. Il faut juste en fait le vouloir et tout mettre en place pour le faire. Et en fait, on vit dans un monde aujourd'hui où les gens veulent tout de suite, veulent tout facilement. Un truc tout bête, je reste dans mon sport, mais j'ai mis 6 ans avant de faire ma première compétition. Les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent un abonnement, ils se disent dans 1-2 ans, je suis sur scène. À quel moment? C'est pas comme ça la vie, quoi. Mais non, mais c'est comme ça dans tout. Les gens souvent font du sport pas du tout pour les bonnes raisons. C'est ça. Et surtout, il ne faut pas faire un sport vers lequel on n'est pas attiré. Alors oui, c'est bien de tester plein de sports, mais il faut surtout te dire, ça c'est le truc que je déteste le moins. Puis commencer par ça, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plutôt que de te dire, qu'est-ce qui fait avoir le meilleur corps? C'est le fitness. En fait, si tu as des motivations extrinsèques, si tu as des motivations extérieures, t'oublies. Ça va bien plus loin dans ce sport parce que si tu fais juste ça pour être beau, tu tiendras jamais. C'est ça. En fait, c'est pas que ça le body. T'as la récupération, le sommeil, la diète, les sorties, tu oublies. Si tu dors pas bien une nuit, mais l'entraînement le lendemain, c'est une catastrophe. Et puis ta diète, comment tu vas la suivre? Si tu te lèves à 10h alors que tu devais te lever à 7h pour finir tous tes repas, tu fais comment? Tu vois, t'es complètement décalé. Ouais, c'est ça. Donc les personnes, à ce niveau-là, il y a très vite un tri dans le body qui est fait. Par contre, moi j'aime beaucoup... En fait, je pense que je suis tellement passionné par ce que je fais que toutes les personnes que j'ai en coaching en perte de poids, mon but premier, c'est pas seulement de leur faire perdre du poids, mais c'est de leur faire apprécier le moment. C'est ça. Et je peux te dire, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes à qui j'ai fait perdre du poids et elles ont réussi, elles s'entraînent toujours, que ce soit avec moi ou pas. Parce qu'elles ont pris ce rythme et parce qu'elles aiment faire ça. C'est pas une contrainte. Et c'est vrai que les personnes qui font un sport parce qu'il y a un autre objectif derrière et qu'elles n'aiment pas le faire, c'est clair que jamais elles tiendront de rythme. Toi, ça te stimule
de coacher des gens. En plus, maintenant, enfin, tu es un autodidacte, tu connais tout, du corps humain, tu connais tout. Ça te passionne aussi ou Alors, c'est un business, tu le vois comment? non, moi c'est une passion. En fait, j'ai toujours aimé aider les autres. C'est-à-dire que actuellement, ce que je préfère le plus, c'est les pertes de poids, parce que en fait, tu changes la vie d'une personne. Et si en plus la personne a ce déclic, c'est hyper facile. Franchement, en fait, si tu veux, c'est comme si moi j'ai les clés, et si la personne elle a envie, j'ai juste à lui donner les clés. Vas-y, fais. Et ça se passe hyper simple. Après, les compétiteurs, c'est comme ça me fait garder un pied dedans sans avoir les deux pieds dedans. Tu vois? Pourquoi justement tu as voulu arrêter cette compétition? Toi, une fois que tu as signé pro, pourquoi tu t'es dit bah, je me recule un petit peu de ça? Alors, quand j'ai eu ma carte pro, en fait, quand on a notre carte pro, l'objectif chez les pros, c'est pas de faire des shows comme ça, c'est de te qualifier pour Olympia. Olympia, c'est la plus grosse compétition de bodybuilding au monde qui se trouve à Las Vegas. Pour se qualifier à Olympia, il faut gagner une compétition chez les pros. Donc, tu dois monter sur scène avec tous les pros et tu dois gagner. C'est pire qu'un overall. J'ai fait 8 shows chez les pros. Et tu fais pas des mauvais résultats? Non. T'es pas ridicule, enfin, quand tu rentres dans ce monde professionnel, peut-être tu as un peu ce concept de rookie, un peu cette vision de... En fait, tu redémarres à zéro. Voilà, qu'est-ce que je vaux et tout. Puis en fait, directement, tu fais des top 10, top 5, je crois, top 6. Ouais, j'ai fait... En fait, ma première année, je suis pas sorti du top 10. En fait, si tu veux, mon objectif premier, c'était vraiment d'avoir la carte pro. Je l'ai toujours dit que la suite, c'était pour m'éclater. Et je suis monté sur scène avec des idoles que j'avais quand j'ai commencé la muscu avec mon frère. En fait, c'est juste énorme. Et pour moi, c'était plus que ce que j'aurais espéré. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ma première compétition chez les pros, je suis allé à New York. Et en fait, je me suis inscrit direct, je me suis dit, c'est mon premier show. Et les gens, ils m'ont dit, mais t'es un ouf. Ils m'ont dit, tu commences par le New York Pro. Puis moi, dans ma tête, je voulais déjà taper chez les meilleurs des pros pour voir si vraiment j'étais à la ramasse ou pas. Et ouais, là aussi, c'est une sensation de ouf. En fait, c'est vivre une expérience, quoi. Ouais. Là, tu t'en fous du classement, mais tu te dis, je veux vivre le truc, je veux monter sur scène avec les mecs que je suis depuis des années, qui m'ont inspiré. Tu te dis, bah vas-y, je vais kiffer, quoi. Alors là, de 1, c'était mon premier kiff, c'était ça. Et de 2, en fait, tu redémarres comme si tu démarrais la compétition. Parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vaux chez les pros. Tu vas te tester de nouveau, quoi. Et là, encore une fois, c'était le New York Pro, il y avait énormément de têtes d'affiche. On était plus de 24 athlètes, 25. Et sur ces 25 athlètes, il y avait une quinzaine de personnes qui avaient déjà participé à l'Olympia. Donc c'est comme si vraiment il y avait le plus gros mondial. Ouais. Et là, je me fais appeler dans le top 10. Donc je me fais rappeler en finale le soir et là, je me dis, putain, c'est incroyable. C'est première compète chez les pros, je tape en top 10. Il y a mon idole de quand j'étais gamin qui est à côté de moi. Et ouais, j'ai fini 7ème sur ma première compétition chez les pros. Je pense que je me rendais pas compte de ce que ça représentait. Ouais, c'était oufissime. Et du coup, après, j'ai enchaîné en Europe, parce que du coup, ça coûte quand même de l'argent, puis c'est à nos frais. Et j'ai fait 3 top 10 à la suite en Europe. Donc là, ça confirmait en fait que j'avais ma place chez les pros. Et du coup, ce rêve, il était réalisable. Donc je me suis dit, allez, je continue. Je refais une année, je me reprépare, je reprends du poids, j'améliore mon physique. Et l'année prochaine, je retente. Et là, donc c'est cette année-là, 2023, j'ai prévu 2 compétitions à la suite aux États-Unis cette fois. Pour moi, c'était des compétitions stratégiques que j'avais choisies. Parce que c'était début d'année, je me suis dit, il ne va pas y avoir grand monde. Et finalement, j'ai eu, je pense, les 2 compétitions avec les meilleurs athlètes au monde à côté de moi. Je pense qu'on s'est retrouvés tous comme des cons quand on a vu la liste. Parce que même eux, je pense qu'ils voulaient jouer. Là, ils vont passer trop de temps ouais, dans la saison, machin. C'est ça. Final, tout le monde fait ça. C'est ça. Donc la première compétition que j'ai fait, j'ai fini 5ème. Donc je rentre dans un top 5, mais on était 7. Donc je le considère pas comme un top 5. Et la semaine d'après, directement, je change de ville aux États-Unis. Et là, la liste ressort. Et là, c'est la pire des listes. On est 25 athlètes. Il y a 7 ou 8 athlètes du top 15 Olympia. Donc c'est-à-dire il y a 7 ou 8 personnes qui font partie du top 15 mondial.
Donc là, on arrive, comparaison, on repasse derrière, passage solo. Donc je fais ma routine et tout. Je suis déjà vraiment en confiance, je le sens. Tout le monde remonte sur scène. Et là, petit instant de suspense, les juges ils décident qui c'est qu'ils vont appeler dans le top 6. Et là, ils appellent mon nom. Avec 5 autres qui font partie du top 10 Olympia, donc du top 10 mondial. Top 10 mondial. Donc je sais que je passe Donc devant... là, tu fais un top 10 mondial sur cette compète. Quasiment. En vrai. Quasiment. Si on extrapole, t'es top 10 Ouais, mondial. vraiment extrapolé Ouais. de ouf. Ouais. Mais ouais. comparer un peu en Ouais. idée, quoi. En fait, je me dis déjà, je passe devant 2 ou 3 mecs qui font partie du top 15 mondial. Et là, je peux être comparé avec le top 10 au monde. C'est juste de la folie. Et si tu veux, tous les gars qui sont en ligne avec moi, je les connais un par un parce que ça fait des années que je les suis sur les réseaux. Et là, je suis en bataille contre eux. C'est de la folie. C'est ouf. Et ouais, du coup, là, en fait, c'est un moment qui est inoubliable. Et quand je revois la vidéo et que je vois mon physique à côté d'eux, je me dis, waouh, franchement, Toutes ces années d'entraînement Ouais. pour arriver à ce moment-là, en fait. C'est ça. Où là, t'es dans le kiff absolu, quoi. Et là, même si je finis 6ème donc à cette compète, Ouais. je me dis putain, je finis 6ème, regarde les 5 mecs devant moi, c'est Ouais, c'est la une fierté, folie. quoi. C'est une fierté pour toi. Bah là, pour en venir à la fin de pourquoi j'ai mis un terme, Ouais. à ce moment-là, en fait, je vais pas te mentir qu'on fait un sport extrême, qu'on met vraiment notre corps dans le mal, et je commençais à me sentir vraiment pas bien. C'est-à-dire que je sentais que mon corps était très fatigué et que je tirais sur la corde. D'ailleurs, j'ai eu des gros problèmes de santé niveau digestion, où après les États-Unis, j'ai été plus de 2 mois sous antibiotiques. Ma digestion n'allait vraiment pas, et en fait, moi, je voulais arrêter à ce moment-là. En fait, je sais à quoi c'était dû. Il y avait tout ce que je fais, c'est-à-dire la nutrition, les entraînements, le stress quotidien. Il y a eu tellement d'événements dramatiques durant ma préparation qu'il ressortait toujours le problème du cortisol élevé, avec tout le stress que ça avait engendré et la préparation et ce que Morgane vivait à mes côtés. Ouais, c'était un trop plein, quoi. Ouais, c'était mon Ton corps, corps qui lâche. il avait complètement pété. Ça, tu l'as ressenti et du coup. Complet. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je voulais vraiment arrêter. Ouais. Dans ma tête, je voulais arrêter les compétitions. J'avais fini sur une note énorme. Alors oui, je pense que là, je vis un moment délicat parce que je viens de prendre ma retraite. Ouais. Enfin, d'un autre côté, je suis allé au bout. Donc, je peux pas avoir de regrets. Et même si c'est ce qui m'a fait vivre pendant ces 7 dernières années, le monde de la compétition, je pense que ça va être dur un moment, mais je me sens comme libéré. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que génétiquement, je suis allé au bout de mon physique. Je pense sincèrement que je peux pas, génétiquement parlant, aller chercher une qualification pour Olympia. Je pense que je suis assez lucide pour le voir et le comprendre et l'accepter surtout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite cette nouvelle vie qui commence? Tu m'as dit que tu voulais être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Ce qui est normal, tu as cette chance d'être connu. Tu as fait tes preuves aux States. Tu peux exploiter ton image. Comment tu vas faire ça? J'ai toujours voulu, à la suite de ma carrière, en fait, optimiser complètement mon métier de coach. C'est-à-dire que là, je serais... C'est pas qu'avant, j'étais pas à 100% là en tant que coach, parce que c'est mon métier à 100%, mais j'avais ma carrière d'athlète à gérer à côté. Là, j'aurais uniquement mon métier, mon job de coach à gérer. Et mon projet, en fait, c'est de faire vraiment du contenu explicatif sur les réseaux. Ouais, en fait, j'ai plein de projets. Même sur, à travers les réseaux. C'est ça, même sur YouTube, faire des vidéos, faire des vlogs, montrer comment des types d'entraînement, parler sur la nutrition. En fait, beaucoup plus ouvrir mes connaissances au grand public gratuitement. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que mon métier de coach va aussi grandir. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est tu donnes et tu aides gratuitement. Après, et si les personnes qui sont intéressées, elles viennent vers toi. Exact. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais fait et que j'ai vraiment envie de mettre en avant. D'ailleurs, j'ai investi là-dedans et je vais travailler par la suite avec mon frère. Donc, ça fait un moment que c'est prévu. Je savais que j'allais faire ça par la suite, mais j'avais pas le temps de le faire en même temps que j'étais athlète à côté en fait. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop inspirant. Parcours, franchement, plein de rebondissements. Tu te relèves tout le temps. Je trouve que c'est un super message. Et puis te dire qu'en fait, c'est jamais la finalité. On progresse et puis au final, c'est ça la vie, quoi. C'est ça.
Donc merci encore pour cet échange. Yes, avec plaisir. Trop bien.